Maxime Lenné pour la suite. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président de Rozuc, Mesdames et Messieurs les commissaires, autres membres de l'ASN, à la fois pour votre rapport et sa présentation. Merci, Madame Pina. Je n'ai pas de questions particulières, mais je vous remercie d'avoir mis le focus sur cette question de la radioprotection en matière médicale, et on voit qu'il y a quand même des enjeux. Je remercie également Madame Guénaud-Bresson pour le propos sur les SMR et AMR. Je n'ai pas de questions, mais je reformulerai avec mes mots et mon analyse, ce qui a été d'ailleurs complété par le Président. Enfin, on comprend quand même que sur ces petits réacteurs modulaires, c'est pas gagné, c'est pas pour demain, ça va coûter cher, et à un moment il va peut-être falloir choisir, puisqu'on a affaire à différentes technologies, et vous avez bien rappelé que ça impliquait un certain nombre d'infrastructures sur l'amont et sur l'aval. Donc voilà, c'est pour remettre un petit peu cet objet à sa place. Je vais me concentrer sur quelques questions, et donc peut-être si on peut avoir des précisions. Sur la question de la corrosion sous contrainte, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment identifié la cause, et du coup je vous pose la question, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de là-dessus et des garanties peut-être pour que ça ne se reproduise pas à la fois à l'avenir sur les réacteurs existants et sur d'éventuels futurs réacteurs. Sur la question de la prolongation des réacteurs existants, juste une question, est-ce qu'il ne serait pas raisonnable que l'examen périodique, passé 40 ans, soit fait, je ne sais pas, tous les 5 ans plutôt que 10 ans? C'est un amendement que mon groupe avait porté dans la loi d'accélération du nucléaire l'année dernière, qui n'était pas passé. Ça me paraîtrait relativement raisonnable. Sur la question de l'EPR de Flamanville, qui est autorisé à charger le combustible pour l'instant, et on a compris qu'il fallait encore d'autres autorisations de votre part pour qu'il démarre et atteigne sa pleine puissance. Juste une question sur la question du couvercle, puisqu'on sait que bon, il va falloir le remplacer, c'est vous qui l'avez dit, et je crois savoir que son remplaçant japonais arrive dans quelques mois. Pourquoi ne pas attendre que ce remplaçant arrive plutôt que d'irradier un objet qui va faire 27 tonnes d'acier dont on ne saura pas vraiment quoi faire dans un délai raisonnable. Sur la question des EPR2, juste vous semblez un petit peu sceptique dans le rapport sur le rythme de construction qui est avancé par l'opérateur EDF. Donc, éventuellement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et toute dernière question, vous l'avez dit à la fin, il y a un élément important quand même dans le rapport, c'est la question des falsifications et des contrefaçons dans l'ensemble de la filière nucléaire et notamment des fabricants de pièces. Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux législateurs que nous sommes, peut-être pour améliorer cet état des choses? Merci. Alors, on essaie de faire des réponses un peu plus courtes. Bon, en ce qui concerne la corrosion sous contrainte, vous avez raison, il y a un faisceau de causes. Il n'y a pas une seule cause racine qui soit à l'origine de développement de corrosion. Bien évidemment, il y a des causes qui ont été identifiées et qui sont aujourd'hui avérées, notamment la géométrie des lignes. Ça a été dit à plusieurs reprises, ce qui d'ailleurs est mis en exergue par le fait que ce sont les réacteurs les plus récents, N4 et 1300 MW, dont la géométrie des lignes avait été modifiée par rapport aux réacteurs les plus anciens, 900, qui sont les plus affectés. Donc ce n'est pas un problème de vieillissement, c'est un problème de conception. Et ça c'est une cause à l'évidence démontrée comme étant à l'origine du développement de la corrosion sous contrainte. Mais il peut y en avoir d'autres. On a évoqué la question des soudures. Lorsque des soudures sont faites avec des fortes énergies, lorsque des soudures sont multi-réparées, ça peut être une cause de développement de corrosion sous contrainte. Donc ce n'est pas seulement sur les lignes sensibles, c'est toutes les soudures des lignes qui ont fait l'objet de travaux de réparation difficiles. C'est peut-être des questions de chimie de l'eau également. C'est un sujet qui est encore en cours d'investigation. Pour l'instant, cette hypothèse n'est pas écartée. Il y a un certain nombre de travaux qui sont menés par EDF pour approfondir le sujet. Et donc, il y a encore un degré d'incertitude autour de l'origine du phénomène. Et ce qui est certain, c'est que c'est certainement multifacteur. Il y a eu beaucoup d'échanges avec nos homologues à l'étranger. EDF a aussi organisé des échanges avec les exploitants à l'étranger. Il y a beaucoup de partage d'expériences sur le sujet. La corrosion sous contrainte s'est développée sur d'autres types de réacteurs, y compris sur des circuits en acier inoxydable. Ce n'est pas un cas spécifique. Mais sur les réacteurs à eau sous pression, là où ont été trouvées les corrosions sous contrainte en France, ça n'avait pas été le cas à l'étranger. Et nos homologues ont demandé aux exploitants à l'étranger d'aller investiguer pour pouvoir voir s'ils trouvaient le même phénomène. Donc ça peut encore évoluer. Et le champ des contrôles a été aussi étendu à travers le temps sur d'autres lignes que celles où la corrosion a été découverte. Et donc on aura bien évidemment un approfondissement du phénomène. Ça veut dire qu'il ne faut pas baisser la garde, parce que les réparations ont été faites à l'identique. Il n'y a pas eu de changement de conception dans les lignes.
Ça veut dire que ces lignes qui n'étaient pas spécifiquement contrôlées pour trouver de la corrosion sous contrainte, parce qu'on ne s'y attendait pas, vont devoir faire l'objet de la mise en place de contrôles dédiés à la découverte de corrosion sous contrainte. Ça, c'est un travail qu'EDF a engagé pour des techniques de contrôle nouvelles, et c'est les plans de maintenance, de contrôle en maintenance, qui vont intégrer progressivement ces opérations de contrôle, qui vont être faites systématiquement avec en ampleur adaptée aux risques présentés et sur les soudures qui vont être ciblées. Nous aurons à nous prononcer sur la présentation du plan de contrôle BBMP par EDF dans ce cas-là. Nous avons demandé à EDF d'intégrer les risques de corrosion sous contrainte dans tous les projets neufs. C'est-à-dire qu'il y a eu un retour d'examen sur le cas d'EPR Flamanville pour voir si la conception de l'EPR de Flamanville était susceptible de pouvoir générer le même type de corrosion. Ça, nous l'avons demandé. Et nous avons demandé à EDF d'intégrer le retour d'expérience en France et à l'étranger sur les corrosions sous contrainte dans la conception de l'EPR2. Donc voilà ce qui a été fait en ce qui concerne la corrosion sous contrainte. Personne ne peut dire et affirmer qu'on n'en trouvera pas de nouveau, mais tout est fait pour que les choses soient effectivement sous contrôle. En ce qui concerne la prolongation de durée de vie de fonctionnement des installations, je pense que accélérer le rythme des réexamens n'est pas une bonne idée. En fait, nous avons un réexamen qui est un réexamen aujourd'hui calé sur une option décennale, et ça me paraît une durée satisfaisante pour pouvoir faire des examens de conformité et s'interroger tous les 10 ans, parce qu'il faut un certain nombre d'années de recul sur les possibilités d'amélioration de la sûreté. Vous savez que notre réexamen a ces deux vocations: vérifier la conformité et envisager des améliorations de sûreté. Une fréquence 50 ne serait pas suffisante. Par rapport, par exemple, à un sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le retour la prise en compte du réchauffement climatique. Il faut avoir suffisamment de recul pour pouvoir se dire, il va y avoir, c'est pas parce qu'il y a un demi-degré de plus, mais il va y avoir des changements majeurs, il faut au moins 10 ans pour s'en apercevoir comment est-ce qu'ils sont pris en compte. On est plutôt dans l'optique inverse, en disant que le réexamen ne permet pas, que ça soit un rythme tous les 10 ans et encore moins dans un rythme tous les 5 ans, de se poser les vraies questions sur le long terme. Pour aller au-delà de 60 ans, il ne faut pas attendre que les réacteurs aient dépassé les 50 ans. Se poser la question d'aller au-delà de 60, ce n'est pas dans 10 ans qu'il faut se poser la question. C'est aujourd'hui qu'il faut se poser la question, est-ce qu'ils pourront aller au-delà de 60 ans ou au-delà de 70 ans? Et donc on a plutôt pointé du doigt, avec EDF, avec l'IRSN, avec le CEA, les quelques sujets techniques qui sont sur des composants irremplaçables ou difficilement remplaçables et qui pourraient poser problème pour une poursuite de fonctionnement au-delà de 60 ans et de 70 ans. Et là, il y a des travaux de recherche. Là, il y a du partage d'expérience à faire avec les Américains, les Suédois ou les Suisses qui ont des réacteurs plus anciens que nous, parfois, pour pouvoir voir comment ils ont pris le sujet et comment le traiter. Donc on dissocie d'une certaine manière le rythme des réexamens de sûreté, qui a un rythme décennal qui est adapté à la situation, avec l'identification des sujets qui sont plutôt à 20 ans, 30 ans, dont il faut se préoccuper dès à présent. C'est ça plutôt notre approche en ce qui concerne les réexamens. En ce qui concerne l'EPR2, le rythme de construction des EPR2, bon, ce n'est pas de la responsabilité, bien sûr, de l'ASN. Il y a un calendrier qui est affiché. On verra bien. Moi, ce que nous avons comme souci, c'est de faire en sorte que et ça, c'est un retour également de la construction de l'EPR de Flamanville, c'est que le lancement des fabrications pour l'EPR2 se fasse avec un niveau de conception détaillé, achevé. Il ne s'agit pas de lancer les commandes avec un niveau de conception qui n'a pas été établi. C'est par rapport au risque que nous évoquions de la méconnaissance des exigences spécifiques qui sont à respecter. Il ne s'agit pas de les faire évoluer, il s'agit de les stabiliser. Et donc, d'une certaine manière, c'est peut-être plus prudent d'attendre, comme la décision a été prise, que l'ensemble des études de conception détaillées soient achevées pour lancer le programme, quitte à ensuite espérer rattraper quelques retards qui auraient été réalisés, mais ça nous paraît fondamental, sinon le rythme de construction, en tout cas les échéances de construction, ne sont pas possibles. Ensuite, le rythme de construction, c'est aussi le séquencement, la série du programme. Ça, ce sont les capacités industrielles qui pourront permettre de le faire. Si les capacités industrielles ne sont pas davantage consolidées, le rythme ne pourra pas être tenu. Les deux sont liés. S'il n'y a pas de capacité supplémentaire, avec les personnels aux compétences qui sont nécessaires, le rythme n'est pas affichable. Mais c'est une question d'investissement, c'est une question d'anticipation. C'est possible, mais il faut le faire dès à présent.
En ce qui concerne le sujet du couvercle, de l'EPR de Flamanville, plus généralement des prescriptions peut-être qui ont été apportées, je laisserai peut-être la parole. Alors, soit, je ne sais pas si c'est Julien ou si c'est Rémi, Julien qui interviendra. Je terminerai sur les falsifications, c'était uniquement pour le prévenir, sur les falsifications. Quelles recommandations? En fait, il faut s'interroger sur les causes profondes. Qu'est-ce qui conduit un prestataire qui parfois vit du nucléaire à prendre le risque de cacher des choses ou à frauder? C'est grave pour lui. Et puis en plus, ça peut être grave en termes de conséquences. Ce que nous avons découvert ces dernières années, c'est plutôt le résultat des années 2010-2020, c'est-à-dire des périodes de creux, 2015, où il n'y avait pas de nouvelles commandes, où les prestataires étaient aussi dans des conditions économiques un peu spécifiques. Le point qui nous paraît, il y a 2 points qui nous paraissent importants en termes de recommandations, pas tant au niveau législatif, mais peut-être pour la filière. Le premier point, c'est qu'il faut avoir des conditions contractuelles qui soient plutôt incitatives à l'idée de déclarer, et ça c'est la relation entre le client et le fournisseur, que le fournisseur a un écart et qu'il ne va pas pouvoir respecter le délai contractuel qui lui a été imposé. Il ne faut pas que ça soit la pression du planning. Il ne faut pas qu'il ait la crainte des conséquences que cette non-conformité qui est dans la vie industrielle. On ne fabrique pas toujours bon du premier coup, mais qu'elle puisse être exposée pour qu'il puisse y avoir un traitement qui soit réalisé le plus en amont possible et qu'il n'y ait pas une tentative au vu des pénalités contractuelles, au risque sur la pression du choix du fournisseur, le risque de dire, bon, bah, finalement, moi, je pense, fournisseur, que ce n'est pas très grave, donc je ne le déclare pas. Donc il faut mettre un climat de relations partenariales différent de celui qui a été connu pendant notamment le programme EPR2. Et puis deuxièmement, c'est qu'il faut que EDF, qui est finalement le responsable, le client final, n'ait pas recours de manière excessive, ça peut arriver, mais à la justification a posteriori. Ce qui s'est produit sur l'EPR, et je l'avais dit dans le cadre d'une audition OPEX, notamment lorsqu'il s'agissait de parler de la prescription que nous avons mise de réparation des soudures de traversée enceinte, c'est que du fait de l'obligation ressentie du respect du planning, on passe outre finalement les écarts en se disant on va les justifier. Et là, on rentre dans une mécanique de justification scientifique, technique, qui est extrêmement longue, qui consomme énormément de temps du côté de l'exploitant, du côté des experts, du côté de la SN, pour parfois arriver au constat qu'on n'est pas d'accord, que la justification de l'écart, du maintien de l'écart, on ne l'accepte pas. Et l'exemple le plus criant, c'est la décision que nous avons prise en 2019 de dire non, les écarts sur les soudures des traversées enceintes, on ne les a pas acceptés. Il a fallu réparer. Et on était en 2019, la décision qui est prise. Les écarts dataient de 2013. Ils étaient connus depuis 2013. Mais ils ont été laissés en l'état au motif que on arriverait à les justifier. Donc, évitons de rentrer dans une logique de justification a posteriori. Voilà les 2 recommandations que je ferai. Et je passe la parole donc à Julien. Merci. Donc, sur le couvercle de Flamanville 3, pour rappeler le contexte, il y a eu 2 étapes. Donc, il y a en 2018 la décision de la SN sur la cuve et sur le couvercle, et puis plus récemment donc une nouvelle décision qui permet à l'exploitant de procéder au remplacement du couvercle à l'occasion du premier arrêt du réacteur. Alors pourquoi cette deuxième décision? Alors, le couvercle est effectivement, il est prévu qu'il puisse être livré sur le site vers la fin de l'été 2024. Pour autant, le couvercle ne peut pas être directement utilisé sur le réacteur. Il y a des démontages à faire sur le couvercle actuel et des équipements à remonter sur le nouveau couvercle. Et en fait, cela conduirait à reporter le démarrage du réacteur d'environ 1 an. Et dans ces conditions, EDF nous a indiqué que compte tenu de l'ampleur de ce report, le choix d'EDF, ce serait de démarrer le réacteur avec le couvercle actuel et de procéder à son remplacement ultérieurement. Et il en a le droit. Dans le cas de la décision de 2018, il en a tout à fait le droit. Dans ce contexte-là, ensuite, la demande qui est formulée à la SN, c'est de dire
ce remplacement du couvercle, plutôt que de le faire à la toute fin de l'année 2024, à un moment où le réacteur sera d'ailleurs potentiellement encore dans une phase d'essai, à un moment où ça pourrait interrompre un cycle de fonctionnement, ça obligerait à faire des opérations de mise à l'arrêt, de redémarrage du réacteur. L'exploitant a sollicité la SN pour que cette opération, qui est quand même relativement longue, il y a plusieurs mois de travail sur ce couvercle, c'est environ 6 mois de travail, elle puisse se faire tout simplement lors du premier arrêt du réacteur, qui est un arrêt, une visite complète qui est relativement longue. Et la SN, elle considère d'une part, il n'y a pas de sujet en termes de sûreté, c'est-à-dire fonctionner 6 mois ou fonctionner un cycle complet, il n'y a aucun sujet en termes de sûreté. Par contre, il y a un intérêt à faire ces opérations dans le cadre d'un arrêt programmé plutôt que d'interrompre un cycle de fonctionnement au milieu. Et donc c'est pour ça que nous avons donné l'accord à EDF pour procéder à ce remplacement à l'occasion de la première visite complète du réacteur, donc qui devrait intervenir dans 15 à 18 mois.